Bonjour à tous, on va commencer. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc, pour information pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, donc l'Université Paris-Saclay, sachez que cette dernière est très impliquée dans la prévention en santé des étudiants et chaque mois, par le service de santé étudiante, l'université organise différentes campagnes mensuelles de prévention visant à informer, sensibiliser, comprendre et agir. Et ce mois-ci, notre campagne mensuelle porte sur la prévention du suicide, qui fait d'ailleurs écho à la journée nationale de prévention du suicide qui se tient tous les 5 février de chaque année. Et à cette occasion, plusieurs activités gratuites et ouvertes au grand public sont mises en place tout le long du mois sur les différents campus de l'université, dont je vous partagerai les infos plus tard dans le chat. Sinon, en ce qui concerne cette conférence, vous avez la possibilité d'interagir directement via le chat, poser toutes vos questions, vos remarques et ainsi de suite, ou de lever la main en cliquant sur la petite main en haut. Si vous souhaitez prendre la parole à l'oral et attendre qu'on vous y invite, vous pouvez, durant l'intervention de nos intervenants, couper vos micros et l'activer du coup uniquement lorsqu'on vous donnera la parole, s'il vous plaît, pour éviter tout problème technique. Et pour information, le webinaire est enregistré. Du coup, sans plus tarder, moi, je vais laisser la place à nos intervenantes. Un grand merci à vous d'avoir accepté de participer à ce programme, à cette campagne de prévention. Et je vous laisse vous présenter et poursuivre le webinaire. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. On a eu la chance de tenir un stand déjà sur le site de l'université cette semaine et on est content de vous retrouver autour de ce webinaire. Donc moi, je suis Marie Tournigan, je suis déléguée générale d'une association qui s'appelle Empreinte et que je vais vous présenter. Et puis, je suis aujourd'hui avec Emma Girard, qui est coordinatrice des accompagnements adultes, il manque un S à accompagnement, et d'Annelise, qui a été accompagnée par Empreinte et qui va témoigner un petit peu de son vécu et de l'accompagnement dont elle a bénéficié. Donc, ce webinaire, il va se passer en 2 grands temps. Un premier temps où je vous propose quelques petits contenus et apports pour éclairer le sujet. Et puis ensuite, je laisserai le dialogue se nouer entre Emma et Annelise pour évoquer concrètement ce vécu spécifique de deuil après suicide et puis ce que l'accompagnement peut permettre. Donc, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, c'est de les poser à la fin de chacune des parties. Ce sera plus facile pour nous à gérer, mais par contre, vous pouvez le faire en continu dans le fil de discussion et voilà, vos questions nous seront remontées. N'hésitez pas. Alors, on a Élodie qui va faire un peu le timing ou en tout cas m'alerter s'il y a des mains qui se lèvent ou des interventions. Donc, l'association Empreinte, c'est une association qui est née il y a un moment maintenant, il y a plus de 25 ans, qui agit à la fois au niveau des individus, des particuliers, des individuels et de la société pour mieux accompagner le deuil en France. Donc, on a une mission qui est l'aide directe aux personnes en deuil. On a une mission qui est former des professionnels et des bénévoles à l'accompagnement des situations de deuil. Et puis, on fait des actions de plaidoyer pour un meilleur soutien de deuil en France, en alertant sur les conséquences, vous allez voir, sanitaires, économiques et sociales du deuil, et pour proposer des politiques publiques de prévention des risques liés au deuil. Alors, quelques repères pour de quoi on parle quand on parle deuil après suicide. On parle suicide, mais on parle aussi deuil. On fait des études avec le CREDOC, qui est un centre de recherche et d'enquête auprès des Français, pour avoir quelques indicateurs sur finalement, par exemple, qu'est-ce que c'est que le deuil pour les Français? Et quand on leur pose la question de à quoi vous associez le mot deuil, les premiers mots qui viennent, c'est les mots de tristesse, de mort, d'enterrement. Vraiment, quand on voit le nuage de mots, c'est ce qui ressort majoritairement.
avec une différence, c'est très genré encore, entre les hommes qui parlent plus d'héritage, de succession, de décès, de disparition, et les femmes qui parlent plus de leurs émotions. Le deuil, pour moi, c'est la dépression, c'est la colère, c'est la tristesse et le manque. Donc ça, c'est vraiment le regard que les Français portent sur le deuil. Nous, on propose une définition du deuil qui est que le deuil, ça vient de douleur, dolore en latin. Donc, c'est avant tout effectivement la douleur. Donc, c'est ressenti de tristesse, de manque, de vide, de douleur. Mais c'est aussi un processus de cicatrisation, finalement, le deuil, qui est naturel, qui se fait. Hein. On ne choisit pas de cicatriser. C'est quelque chose qui se passe, en fait, en nous. Et c'est un chemin qui permet de passer d'une relation extérieure et objective à l'autre à une relation qui va être intériorisée, c'est-à-dire que l'autre fait partie de nous, finalement, il trouve une place en nous. Et ce processus de deuil, il s'enclenche à partir du moment où on perd un proche à qui on était lié. Donc, voilà, le deuil, il va dépendre du lien qui est unique avec la personne qui est décédée. Et c'est un processus qui est à la fois hyper intime, personnel et propre à chacun, mais qui se vit finalement en société, puisque le deuil, il se vit en famille, mais aussi avec le cercle amical, le cercle étudiant, le cercle professionnel, le cas échéant. Donc, ça ne se vit pas de façon complètement solitaire. On a tendance à parler souvent de l'expression faire son deuil. En fait, on ne fait pas son deuil, ce n'est pas un truc qui peut être derrière nous un jour, c'est quelque chose qui se fait en nous. Donc, finalement, cette cicatrice, elle va rester pour toute la vie et on vit avec des cicatrices qui sont plus ou moins douloureuses selon les cas. Mais le deuil, ce n'est pas la mort, c'est ce qui suit le décès d'un proche. C'est pas l'oubli non plus. Souvent, on pense que faire son deuil, c'est oublier. Ça n'a pas de sens et c'est en tout cas pas le sens qu'on donne nous. Et c'est vraiment un état qui évolue dans la vie au cours des différents événements qui peuvent traverser nos existences. C'est pas une maladie, sauf lorsque le deuil se complique, il peut devenir pathologique, mais ça concerne vraiment une très minorité des situations. Voilà un petit rappel sur ce que c'est que le deuil. Quand on demande aux Français est-ce que vous avez vécu ou est-ce que vous vivez un deuil, 9 personnes sur 10 évidemment répondent oui. Hein. Voilà, on est tous confrontés au décès de proches. Ça concerne, puisqu'il y a à peu près 600 000 décès par an, ça concerne 3 millions de Français qui chaque année vont rentrer dans une période de deuil. Et on estime à 20% la proportion des deuils qui peuvent se compliquer, se prolonger. Le deuil, il a des conséquences sur la santé physique pour 3 personnes sur 5. Voilà, le deuil, ça épuise, ça peut engendrer des douleurs, ça peut amener des consommations accrues d'alcool, de tabac, de médicaments, de nourriture. Voilà, on a tendance à combler un vide par cette consommation. Et puis, un impact évidemment sur la santé psychique avec des angoisses, des épisodes dépressifs qui peuvent se développer, voilà, allant jusqu'à des idées suicidaires pour 10% des personnes qu'on a interrogées. Le deuil, ça isole, on se replie assez facilement sur soi et parfois, ça peut engendrer la rupture de lien avec notre entourage proche avant la survenue du décès. Il y a un phénomène qu'on avait pressenti dans l'accompagnement qu'on propose, c'est que, en fait, souvent, quand on vit un deuil, on est heurté par les attitudes ou les propos de notre entourage. Ça peut être les phrases toutes seules, toutes faites qu'on vous dit passe à autre chose, il faut que tu sortes, ça te fera du bien. Toutes les injonctions qu'on peut avoir de la part de l'entourage et ce sentiment profond d'être incompris,
de gêner les autres. Donc, on voit qu'en société, le deuil, il dérange. Et puis, enfin, le deuil, il concerne aussi les jeunes, et beaucoup les jeunes, notamment les jeunes âgés de moins de 25 ans. On compte, rien que pour les orphelins, ceux qui ont perdu un père, une mère ou les deux, ils sont à peu près 600 000 en France. Et en âge primaire, c'est un enfant par classe, pour vous donner un ordre d'idée. Or, le deuil, il a des conséquences sur la scolarité. Ça, c'est une étude qu'on a menée auprès des orphelins qui le montre. Mais du coup, de la même façon, pour les étudiants, évidemment, le deuil peut avoir un impact à la fois sur le suivi des études ou même sur l'orientation qui a été choisie et faire qu'on va réexaminer cette orientation. Alors, sur la spécificité du deuil après suicide, d'abord, de quel phénomène on parle? Vous le savez peut-être, mais la France est un peu au-dessus du chiffre de taux de mortalité par suicide pour 100 000 habitants. On a à peu près 900 000 décès par suicide et 200 000 tentatives chaque année. Donc, c'est pas rien. Et finalement, on pense souvent que le deuil après suicide concerne les autres, mais ça concerne en fait chacun de nous, puisque dans une période de vie, on aura tous 3-4 personnes de notre entourage immédiat qui va passer à l'acte et mourir par suicide. Donc, ce n'est pas quelque chose de si rare que ça. Peut-être vous le savez déjà, mais les hommes se suicident plus que les femmes font plus de tentatives de suicide. Et chez les jeunes 15-24 ans, c'est la deuxième cause de décès après les accidents de la circulation. Voilà, donc le deuil et le deuil par suicide est fréquent. Nous, dans l'accompagnement qu'on propose, c'est à peu près un quart des situations qui sont des deuils après suicide. Donc, qu'est-ce qu'il y a de singulier finalement dans le deuil après suicide? C'est beaucoup la question du sens, du pourquoi de ce passage à l'acte qui va être très important pour l'entourage. Et Anaïs pourra peut-être en parler. Ensuite, les émotions qui peuvent être à la fois la culpabilité, la colère, voilà, la tristesse ou d'autres émotions vont être accrues. Le deuil va prendre plus de temps, son cheminement peut être prolongé. On est souvent confronté aussi à un contexte médico-légal particulier et violent avec les enquêtes qui sont menées par l'Institut médico-légal sur la cause du décès. Parfois, les proches sont confrontés à des scènes qui ont un caractère traumatogène. On peut aussi craindre la contagion quand papa s'est suicidé, pourquoi maman ne se suiciderait pas, et voilà, cette crainte de la répétition. Et puis, c'est un deuil qui comporte une part de stigmatisation sociale, même si elle a un petit peu baissé par rapport à autrefois. Il y a quand même une peur et une stigmatisation par rapport à ça qui fait que souvent, on a du mal à dire que c'était un suicide et qu'on peut ne pas vouloir mentionner la cause du décès quand il s'agit d'un décès par suicide. Donc voilà très, très, très rapidement les petits jalons théoriques qu'on voulait poser avant de passer la parole à la fois à la psychologue qui coordonne l'accompagnement adulte chez nous, Emma Girard, et puis à Annelise. Est-ce qu'à ce stade, Élodie, il y a des questions, des réactions? Alors, je ne vois pas à date de réactions dans le chat, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Voilà. Très bien. Donc, on va continuer. Je passe la parole à Emma qui va vous présenter d'où on vous parle, pourquoi on a un petit peu d'expérience d'accompagnement de deuil et de deuil après suicide à Empreinte. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, pour vous faire un peu une présentation de l'accompagnement à Empreinte, sur une année, on a environ 1500 entretiens par téléphone, donc sur notre ligne d'écoute sans rendez-vous, et 400 entretiens, qui soient individuels, de couple ou familiaux. Et nous avons 70 rencontres
en groupe d'entraide. Et donc, justement, concernant ces groupes, nous en avons 8 au sein de l'association, donc de l'enfance à l'âge adulte. Mais plus spécifiquement, ceux que l'on voulait vous présenter aujourd'hui concernent les jeunes adultes et aussi les groupes spécifiques deuil après suicide. Donc, nous avons un groupe d'empreintes rouges qui est donc un groupe pour les jeunes adultes 18 à 25 ans, où l'on reçoit les jeunes, quelle que soit la cause du décès. Et la nouveauté, c'est qu'à partir de mars, justement, nous allons lancer un groupe jeunes adultes spécifique deuil après suicide. Voilà, donc, ce sont les empreintes rubis. Et donc, ces 2 groupes sont des groupes ouverts, ce qui signifie que nous avons une rencontre par mois donc, dans nos locaux, donc une date par mois. Les jeunes, en fait, peuvent s'inscrire, par exemple, sur le mois de mars, mais pas revenir en avril, en mai. Enfin, en fait, il n'y a pas d'engagement. Vraiment, ils s'inscrivent quand ils le souhaitent. Et à l'inverse, on a les empreintes turquoises. Donc, c'est un groupe fermé pour les adultes. Donc, les groupes fermés, ce sont des cycles en fait de rencontres. Donc, nous avons 5 rencontres voilà, spécifiques pour les adultes en deuil après suicide. Donc, voilà, ce sont des cycles de 5 rencontres. Voilà. Peut-être ajouter que les empreintes rouges et les empreintes rubis sont ouverts à toute personne qui est adhérente à l'association. Donc, c'est une adhésion de 25 € par an et que ensuite, c'est des groupes entièrement gratuits qu'on vienne une fois ou plusieurs fois. Voilà, c'est ça. Donc, voilà pour l'expérience des groupes. Peut-être pour illustrer un petit peu ce qui on a sorti quelques témoignages de nos comptes rendus de groupes, justement, jeunes adultes. Donc, vous pouvez les lire, mais je peux vous en lire quelques-uns qu'on a discuté justement avec Annelise. Voilà, ceux que je pouvais lire. Qui sont assez pertinents. Si je viens ici, c'est justement pour parler de la mort, ce n'est pas tabou. Je me contiens tout le reste du temps. Ici, c'est ma séance de craquage possible. Ça, on l'entend dans les groupes, que c'est justement l'endroit où les personnes peuvent se sentir libres d'exprimer leur ressenti. Ensuite, accepter qu'on est une personne différente chaque jour. Le mauvais côté de porter un masque, c'est quand les autres me disent « mais qu'est-ce que tu es forte ?» mais je ne suis pas tout le temps comme ça. Et les jeunes, enfin, certains en tout cas, considèrent que le groupe permet justement de partager, enfin, c'est un groupe sécuritaire, voilà, un sentiment sécuritaire du groupe ici. Oui, on n'a pas dit que les groupes sont co-animés par 2 animateurs qui sont formés, sélectionnés. Voilà, donc c'est très contenant et cadrant, mais peut-être que ça viendra dans le témoignage. Alors, merci Emma. Du coup, je vais arrêter mon partage d'écran, puis je le remettrai à la fin de ce webinaire pour vous proposer quelques ressources. Et puis, on vous propose un petit dialogue entre Emma et Annelise pour qu'elle puisse apporter son témoignage. Donc, on a la chance d'avoir Annelise aujourd'hui qui va se présenter, mais très succinctement, qui est donc une participante des Empreintes Rouges, donc, qui est accompagnée par Empreintes. Et donc, dans l'idée, là, c'est de pouvoir échanger un petit peu ensemble sur justement son accompagnement à Empreintes et surtout son vécu de deuil. Voilà, ton expérience à toi. Donc peut-être je te laisse te présenter. Donc je m'appelle Annelise, moi j'ai 27 ans, je suis suivie par donc, le groupe Empreintes Rouges depuis le mois de septembre 2023. J'ai dû participer à 4 ou 5 séances depuis, donc moi je viens de manière assez régulière.
Sachant que moi, j'ai perdu mon père d'un cancer il y a 13 ans, mais surtout mon frère d'un suicide il y a 8 ans. Donc, c'est la première fois que je participe à un groupe de parole de manière constante et je cherchais vraiment justement un groupe jeune, ce qui est une des spécificités des empreintes rouges. Voilà. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ton processus de deuil, voilà, en termes de vécu, de ressenti, que s'est-il passé pour toi, que s'est-il passé peut-être pour ton père et ton frère, et pour toi aussi dans ton vécu propre. Alors, donc, moi, j'ai perdu mon père donc à 13 ans, donc j'étais adolescente, j'avais 14 ans, et mon frère dans ma vie de jeune adulte, jeune étudiante, c'était sur ma première année d'université, donc d'un suicide, c'était mon petit frère. Donc, forcément, j'ai vécu les deux deuils de manière très différente pour les raisons du lien que j'avais avec la personne, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, pour les causes du décès, pour l'âge que j'avais, etc. En ce qui concerne les difficultés, il y en a beaucoup qui peuvent intervenir dans le processus de deuil. En tant que jeune, je pense qu'il y a beaucoup le décalage qu'on peut ressentir avec les autres, avec le monde qui nous entoure, avec les autres jeunes, parce que c'est pas un âge dans lequel c'est forcément courant de vivre un deuil et donc rencontrer des personnes qui ont vécu un deuil, ça arrive, mais ça n'arrive pas forcément tous les jours et c'est quelque chose qu'on peut ressentir, ce décalage-là. Notamment dans le cas d'un suicide, on sent que ça heurte les personnes à qui on peut en parler, que ça choque, etc. Donc ça, c'est une difficulté qui peut être rencontrée. Moi, dans mon cas, j'ai subi des périodes de dépression après le décès de mon frère, donc pas forcément juste après, mais on va dire 1 an, 2 ans après. J'ai eu plusieurs périodes de dépression donc, auxquelles moi, j'avais jamais été confrontée avant, donc qui sont directement liées à mon deuil. Donc ça peut en faire partie. Période aussi on en parle beaucoup en séance, mais on va dire de mode automatique, qui sont parfois difficiles à comprendre en tant que personne endeuillée, où instinctivement le corps, le mental va faire qu'on va se mettre dans une situation de marche automatique où on ne va pas forcément réfléchir, on va avoir l'impression de rien ressentir du tout, qu'on n'est pas normal, etc. Ce qui est quelque chose d'assez courant aussi en deuil, mais qui peut être un peu, je pense, déstabilisant. Voilà. Et puis, au-delà de ça, et en tout cas dans mon cas, depuis, je pense, le fait d'avoir subi des deuils, il y a un côté aussi à contrario, de vivre tout de manière plus intense, que tous les sentiments soient plus intenses de manière générale, peut-être par besoin d'extérioriser aussi la colère, la tristesse, etc. Tout va être ressenti, pas forcément extériorisé, mais tout va être ressenti de manière plus intense. Et ça, c'est plus, je pense, personnel. Ok. Et donc, là, tu dis toutes tes émotions, du coup, les positives aussi. Positives et négatives, oui, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui a été aidant ou pas pour toi, justement, dans ton processus de deuil? Alors, dans mon cas, je pense qu'il y a plein de choses qui m'ont aidée. Après, c'est jamais magique dans le sens où il y a des choses qui vont m'aider sur une période et pas sur d'autres. Des choses qui m'ont beaucoup aidée, c'est écrire ce que je ressentais, ce que je vivais dans une journée. Quand j'avais vraiment un excès d'émotions, parfois c'était la seule chose qui marchait, c'était de l'écrire pour m'en débarrasser, entre guillemets, le poser sur papier. Et parfois même écrire des choses... là, c'est plus lié à mon métier parce que moi, je suis dans la culture, mais écrire des choses plus fictives, on va dire, mais qui reprennent, on va dire, à travers des personnages, le ressenti. Après, au-delà de l'écriture, je pense ça prend du temps, mais avoir un entourage bienveillant avec qui on peut à la fois parler de son vécu si on en a besoin et en même temps ne pas en parler si on n'a pas envie d'en parler. Mais ça se fait pas en un jour, hein, ça c'est sûr, mais effectivement, le fait de construire cet entourage au fur et à mesure du temps, que ce soit avec sa famille, ses amis, etc., je trouve que c'est quelque chose d'hyper important. Et après, réapprendre à trouver un équilibre, parce que bon, ça c'est le cas de tout humain, je pense. Trouver un équilibre, c'est se construire, donc c'est jamais facile.
Mais dans le cadre d'un deuil, je pense que ça demande encore d'autres adaptations pour voilà, savoir comment faire au quotidien pour se sentir bien, pallier au moment où on ne se sent pas bien, même si ça paraît des choses assez banales, parce que je pense que ça concerne tout le monde, mais effectivement, ça prend du temps, je trouve, parce que peut-être que dans cet équilibre-là, il va y avoir aussi des temps thérapeutiques, avec des professionnels ou pas, ou de différentes manières. Et après, qu'est-ce qui peut aider tout ce qui est un peu document cathartique. Enfin, dans mon cas, ça peut être lire des livres, regarder des films, écouter des musiques, etc. Des choses qui peuvent nous renvoyer à des sentiments qu'on peut ressentir, sans forcément que ça nous renvoie à notre vécu, mais qui peuvent être cathartiques dans le sens où on va pouvoir exprimer des émotions grâce à un support différent. Et pareil, dans mon cas, mais ça, je pense que c'est très personnel, le fait d'essayer de comprendre ce qui m'est arrivé, de faire des... Bon, moi, en l'occurrence, j'ai mon mémoire après mon deuil, après mon deuil de mon frère, je me suis servi, entre guillemets, du deuil de mon frère pour trouver mon sujet de mémoire. Et je sais que je ne suis pas la seule, on en parle en cours de parole, on est beaucoup à aller chercher des réponses, notamment après un suicide, à vouloir comprendre, etc. Et parfois, ça va jusqu'à de la recherche. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, ma recherche universitaire est liée en partie à mon vécu et j'ai fait de la recherche sur le suicide, le mal-être en général, etc. Donc, ça peut être quelque chose aussi qui peut aider, dans le cas d'un suicide, de trouver des réponses logiques, d'essayer de comprendre, etc. C'était sur quoi ta recherche ? C'était sur le mal-être adolescent, les problématiques adolescentes et comment elles sont traitées dans le théâtre contemporain. Ok. Et tu as parlé de l'entourage. Tu as dit que c'était aidant de justement créer d'avoir un entourage avec qui justement tu peux parler quand on a besoin et pas parler quand tu ne veux pas. Comment ça t'a réussi là, je pense qu'à l'instant T, tu parles justement en disant que là, tu as à peu près réussi à créer cet entourage-là. Mais comment en fait ça a évolué au début, quelles étaient les réactions, comment tu as réussi à justement essayer de faciliter les échanges avec eux ou pas voilà. On apprend en fait, à communiquer nos besoins déjà, ce qui n'est pas forcément évident au début, mais bon, parfois on n'y arrive pas, et en fait on se rend compte que c'est frustrant, donc on se rend compte que c'est nécessaire de dire, de tout simplement dire j'aimerais bien pouvoir parler de ça, ou alors au contraire là j'ai pas envie d'en parler, etc. Parce que je pense apprendre à être tolérant aussi, parce que comprendre que la personne, parce que effectivement en tant qu'endeuillé, je pense que ça peut nous arriver d'être juste énervé par une réaction de personne en face, et ça prend parfois du temps de prendre du recul en disant en fait ok, la personne elle sait pas ce que je vis, oui, mais je vais lui expliquer, même si on n'a pas toujours l'énergie de le faire, ça peut être utile d'apprendre à le faire. Apprendre à communiquer en général, comme dans toutes les relations en fait. Et puis après s'éloigner des personnes qui nous font du mal tout simplement, parce que tout ça c'est pas que du positif. Parfois on va juste être confronté à une récurrence de réaction de la part d'une personne qui va être pour nous trop douloureuse, ou pour lesquelles on n'aura pas d'énergie, pour lesquelles on n'aura pas envie. Et ça veut dire aussi s'éloigner de personnes qui nous font du mal, se rapprocher des personnes qui nous font du bien, et jongler là-dessus, en fait, jongler entre la communication avec l'autre et le fait de trouver ses propres limites et de dire là, ça ne marche pas malgré cette communication, et d'aller entre je me remets en question et je remets en question une relation qui ne fonctionne pas dans mes besoins, quoi. Et ce que j'ai entendu dans ce que tu as dit, et ce que j'ai l'impression aussi d'avoir entendu dans d'autres expériences, notamment en groupe, qu'en ça, il faut avoir l'énergie, en fait, au moment où toi-même, tu es en deuil, de pouvoir communiquer aux autres ce que tu vis, de verbaliser tes émotions. Je pense que dans les premiers temps d'un deuil, c'est très difficile, parce que déjà, on n'a pas l'énergie, et puis... oui, on doit garder tellement d'énergie pour juste se réveiller le matin et faire sa journée.
que tout ça, c'est vraiment très compliqué. Et parfois, on va verbaliser, mais parfois, on va verbaliser parce qu'on va se mettre en colère, parce qu'on va s'énerver contre un proche qui a une réaction qui nous fait du mal, etc. Parfois, on va juste pas arriver à verbaliser. Et dans ce cas, il faudra trouver l'énergie, prendre du recul plus tard, etc. Donc, c'est aussi aux proches d'avoir une attitude qui sera jamais parfaite, mais qui peut être aidante. Et moi, effectivement, je pense que l'entourage que j'ai actuellement, c'est des gens avec qui j'ai pu faire les efforts sans avoir besoin de faire tous les efforts et qui ont eux-mêmes pu être là, même si parfois ça peut être maladroit, parfois c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Et enfin, je sais que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire en groupe de parole parce que, effectivement, une personne en face de nous qui n'a pas vécu de deuil potentiellement peut avoir des réactions maladroites et c'est pas grave et c'est normal. Et y compris d'ailleurs une personne en face de nous qui a déjà vécu des deuils ou qui en vit ou qui le vit avec nous peut avoir des réactions tout aussi maladroites et qui nous heurtent aussi. Mais bon, toutes les relations humaines sont comme ça. Je pense que ça va au-delà du deuil, le fait de communiquer. Pardon. Non, c'est juste pour vous dire qu'il y a deux questions dans le chat. Mais c'est quand j'osais pas interrompre. Ah non, mais pas de souci. Je voulais juste rebondir en disant que ça rejoignait quand même un des petits témoignages que j'ai lu rapidement, que justement, dans les groupes, parler de la mort, c'est pas tabou, et à l'extérieur, c'est peut-être difficile parce qu'on le sait que parler de la mort, du deuil, du suicide, c'est tabou. Ah oui, complètement. Voilà. Mais pardon, Élodie. Non, mais pas du tout. Je vous relaye du coup peut-être juste, il y a à la fois du coup une personne qui aimerait réagir aux propos du coup d'Anaïs et sinon il y avait une question sur le fait est-ce que le fait d'être dans un groupe de jeunes adultes a facilité la parole, votre processus, avez-vous eu le sentiment d'être mieux compris par vos pairs? Donc peut-être je laisse réagir sur cette question. Tu peux peut-être nous parler justement d'empreinte et du groupe, ce que ça a pu t'apporter et quelles en sont les limites aussi. Et ça rejoint complètement la question là. Donc, ouais. Alors empreinte, effectivement, moi c'est, je pense, une des choses qui m'a le plus aidée, paradoxalement, alors que bon, ça vient, pour moi c'est venu très tard. Hein. Je suis une de celles qui est venue vraiment très tard dans mon processus de deuil, parce que ça fait 8 ans pour mon frère et 13 ans pour mon père, donc c'est vraiment long pour se décider. Mais effectivement, il y a ce côté communautaire qui, je pense, fait beaucoup de bien. Dans ce cadre de, effectivement, se sentir compris, bon, bah, ça, c'est la première chose que beaucoup d'entre nous ressentent, c'est tout de suite le sentiment de « Ok, on se sent compris ». Et en plus, il y a un espace pour discuter ou pour entendre des personnes parler de notre vécu, parce que parfois on n'a pas forcément envie d'en parler. Mais rien que ça fait du bien, parce que même avec nos proches qui vivent la même chose que nous, on n'en parle pas nécessairement. Donc il y a l'existence de ce cadre qui permet de faire en sorte de parler du sujet dont on a besoin de parler ou d'entendre parler. Et parfois, on entend des choses qu'on a besoin d'entendre sans le savoir. Donc de ce point de vue-là, c'est effectivement assez génial. Je ne sais plus ce que disait la question aussi. Il y avait Alors, c'était... Ça facilite la parole, ça facilite l'écoute, je pense. Oui. Ça facilite la compréhension de son propre ressenti parfois. Et même pour moi, et même en ayant étudié le sujet, etc., il y a plein de choses que j'avais jamais verbalisées, que j'avais jamais pensé à verbaliser et qui ont été verbalisées par d'autres personnes dans lesquelles je me suis reconnue et qui m'ont vraiment aidée de ce point de vue-là à comprendre ce qui m'était arrivé parce qu'il y avait des mots qui étaient mis dessus, même en l'ayant vécu, même en ayant entre guillemets compris, le fait d'avoir des mots qui ont été placés sur ce vécu, ça m'a fait du bien. Le fait de moi, parfois, mettre des mots que je n'avais jamais posés avant sur mon vécu, ça m'a fait du bien. Après, pour les limites, il y a forcément le fait que c'est qu'une fois par semaine, donc par mois. Ah, comme quoi le lapsus. Non, mais c'est qu'une fois par mois, donc bon, ça ne se substitue pas à un besoin, si on a une thérapie, si on a besoin d'un suivi plus régulier. Je pense que dans le cadre d'une détresse émotionnelle, si on est dans une situation de détresse émotionnelle, ça ne se substitue pas non plus, c'est-à-dire que ça...
Et parfois même, ça peut, je pense, faire plus de mal qu'autre chose si on n'est pas en état d'entendre des choses ou de verbaliser des choses, etc. Il faut être entre les deux, je pense. Il faut avoir besoin de cet esprit cathartique et en même temps, c'est intéressant pour tout ce qui est capacité d'analyse, de prise de recul, etc. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres limites, ça fait... Mais en tout cas, pour moi, c'est dans la plupart des cas bénéfique à partir du moment où on est capable d'entendre ou de verbaliser. Même quand on a l'impression de ne pas en avoir besoin, ce qui était mon cas, j'y suis allée en me disant bon, ça, c'est bien, c'est intéressant, mais je ne sais pas si j'en aurais forcément besoin. Et en fait, ça me fait sincèrement du bien, peut-être même plus que mes séances avec ma psychologue, en tout cas sur le point de vue du deuil directement, quoi. Voilà. Moi, ça m'avait fait beaucoup de bien de lire cette phrase 1 an après la mort de mon frère, dans une pièce de théâtre en l'occurrence, qui disait « On ne parle jamais des frères et sœurs, on parle des parents dans le cadre de la mort d'un enfant. » Et en fait, ça prend tellement toute la place, et c'est vrai, moi-même, je suis vraiment là auprès de ma mère, etc. Mais du coup, on se sent parfois un peu mis de côté, parce que même mes amis, ça arrivait qu'ils me disent « Comment va ta mère, ça va, etc. » Et parce que la mort d'un enfant, c'est tellement dans l'imaginaire collectif et dans la réalité une des choses les plus horribles de la Terre, que du coup, c'est difficile de trouver sa place en tant que frère et sœur aussi. Et en même temps, je ne sais pas ce que ça fait en tant que petit frère, petite sœur, mais je sais qu'en tant que grande sœur, il y a ce côté aussi de... Moi, j'avais l'impression d'avoir échoué dans ma mission de grande sœur, à protéger mon petit frère, etc., ce qui peut-être est moins le cas dans un deuil qui ne serait pas un deuil après suicide, je ne sais pas. Mais il y avait ce côté... moi, j'ai vraiment eu l'impression de perdre une partie de mon identité. Donc, ce côté devenir fou, je l'ai plus ressenti effectivement après mon deuil après suicide, de ne pas comprendre, chercher des réponses, le cerveau qui part dans tous les sens, aller entre des périodes très intenses et des périodes où on ne ressent rien. C'est bordélique. Et je crois que c'est ce que tu disais, c'est déstabilisant, tu as dû dire quelque chose comme ça. Et en effet, ce sont des émotions en fait tellement déstabilisantes dont on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de vivre, et bah ça chamboule complètement en fait ta personne. Et là, toi, tu disais même ton identité vis-à-vis de ton frère. Mon existence en tant que grande sœur en fait. Moi, dans mon cas, j'ai pas d'autres frères et sœurs, donc il y avait ce truc de normalement, une grande sœur, je le suis toute ma vie, quoi. Donc là, je suis plus du tout une grande sœur. Moi, ça a été un truc assez difficile, mais effectivement, ça chamboule, je pense, tous les champs d'une vie. De toute façon, ça change notre rapport aux autres, au travail, au monde, aux relations, à nous-mêmes. Et dans le cadre d'un suicide, le questionnement de rapport à la vie, en fait, parce que c'est super violent. Même dans le questionnement, de se dire là, j'ai décidé de dire que ça s'arrêtait, la vie, quoi. Et ça questionne beaucoup. Je pense que ça, c'est général pour toutes les personnes qui vivent un suicide dans leur entourage. Hein. Mais ça, ouais, c'est assez déstabilisant et ça reste des questions. C'est des questions qui restent longtemps, quoi. Je me permets de vous transmettre du coup 2 questions qui sont apparues dans le chat. Une première question qui est sur, en fait, est-ce qu'il y a des mots à dire ou à ne pas dire lorsqu'on a un proche qui est en deuil? Donc voilà, les mots ou les questions qui sont à poser ou à ne pas poser. Ça, c'est la première question. Et ensuite, il y en a une deuxième sur comment la vie familiale a pu se recomposer à la suite de ces deuils. En plus, voilà. Je ne sais pas si tu as des phrases qui reviennent dans ce qu'il y a à dire, à pas dire. Si, il y en a beaucoup. Ouais, on en entend beaucoup. En fait, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Mais je pense que là, pour le coup, c'est hyper personnel. Globalement, je pense éviter les phrases très courantes, en fait. Éviter toutes mes condoléances, ça va aller, je suis désolée, t'inquiète pas, il est fier de toi, elle est fière de toi. Enfin voilà, les phrases un petit peu, pour le coup, un peu faciles qu'on entend partout. Je pense que c'est les pires, globalement, pour la plupart, en tout cas dans ceux qui
reviennent, c'est souvent « Ah, j'en peux plus d'entendre ces phrases-là ». Les questions de temporalité. Au bout d'un an, tu devrais aller mieux. Oui, de ne pas comprendre qu'une personne ne va pas mieux au bout d'un an, ou de dire « Plus, T'inquiète pas », ou même de dire « T'inquiète pas, ça va aller, dans quelques mois, ça ira mieux ». Ça, ce n'est pas des choses qu'en général, on a envie d'entendre. Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Après, il y en a aussi qui vont être très personnels. Hein. Donc là, dans ce cas, le mieux, c'est de demander. En fait, je pense que le plus pertinent, c'est de poser des questions. C'est bizarre, mais c'est de poser des questions quand on a un proche qui traverse un deuil. Faut pas essayer de réconforter la personne parce qu'il n'y a rien à faire pour réconforter la personne. Le mieux, c'est de poser des questions, de plutôt demander comment est-ce qu'on peut aider. Et pas dire, ça fait du bien. Moi, je sais que ça fait du bien d'entendre « je suis là s'il y a besoin ». Et je sais que c'est vrai, mais de savoir qu'est-ce que je peux faire pour toi, ça te dit qu'on aille boire un verre. Juste ça, ça fait 1000 fois plus de bien que n'importe lequel, je suis désolée, etc. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Et la suite de la question, le comment ça va, ça peut sembler maladroit. C'est vrai que ça... C'est vrai qu'il y en a... Vous en parlez parfois. Moi, ça va, mais il y en a effectivement qui n'aiment pas qu'on leur pose la question comment ça va, parce que pour eux, la question est tellement évidente. Comment tu te sens comment tu te sens, mais même ça, je pense que... des fois, on a envie de dire pas bien. Donc, effectivement, ça peut être presque... Ça fait partie de ce que je disais en phrase un peu bateau, phrase un peu toute faite... ou alors où on sent un malaise, etc. Mais je pense qu'aller plus loin et directement dire si tu veux, est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre, est-ce que tu veux qu'on aille juste regarder un film tous les deux, je fasse une soirée chez toi, proposer des choses ou poser des questions, ça peut peut-être pour la plupart d'entre nous, peut-être pas tout le monde, être plus réconfortant. De sentir que la personne est là. Encore une fois, on n'a pas besoin forcément de parler de ce qu'on vit. Parfois, juste que le fait de savoir qu'on a un proche qui est présent physiquement, qui est accessible physiquement ou émotionnellement, ça suffit sans qu'on ait forcément besoin directement de parler de ces sujets-là avec la personne. Sans forcément qu'elle me dise « Tu veux pas parler de ton père, t'es sûr? Tu veux pas parler de ta grand-mère, t'es sûr? » etc. Non, des fois, on n'a pas besoin d'en parler, mais juste de savoir que la personne est là, ça vaut n'importe quelle phrase, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je crois que oui. Merci beaucoup. Chaque deuil est singulier, est unique, et donc chacun peut trouver, et ça dépend un petit peu du moment et du cheminement de deuil. À un certain moment, une ressource peut être aidante, et à un autre, cette ressource peut ne pas l'être. Donc c'est vrai qu'il y a différentes possibilités. Il y a des soutiens associatifs qui sont plus sur la relation d'aide, qui peuvent être individuels ou en groupe. Il y a des soutiens thérapeutiques qui vont être plus de l'ordre du soin. Et les deux peuvent être complémentaires, hein, je dirais. Et après, il y a beaucoup d'autres formes de soutien qui peuvent être paramédicales, parfois le MDR quand il y a des perceptions traumatiques de scènes traumatogènes. Voilà, il y a vraiment pas mal il y a la sophrologie qui peut aider certains. Nous, on est très traditionnel dans notre approche de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on est dans la relation d'aide, d'écoute et de soutien, d'information, aussi un peu de psychopédagogie sur le deuil. Et puis, on évalue les besoins avec la personne et on oriente vers un soutien adapté si besoin. Et puis peut-être un petit mot sur effectivement ce mot deuil pathologique qui est hyper utilisé facilement. Ça concerne à peu près 5% des cas et pas plus. Et c'est un médecin qui peut savoir si c'est un deuil. Il n'y a qu'un médecin qui peut le faire, le diagnostic. Et il faut que ce soit un médecin qui est formé sur le deuil, donc ça réduit beaucoup les effectifs qui peuvent poser ce diagnostic. Et en gros, un deuil pathologique, c'est quand il y a une pathologie psychiatrique qui apparaît ou qui décompense à l'occasion d'un deuil. C'est donc quelque chose de très singulier et c'est en aucun cas la durée du processus qui peut être un indicateur sur le fait que ce soit pathologique ou pas. Voilà, c'était un petit éclairage là-dessus. Emma, est-ce que tu as des choses? Et Emma et Alice, merci beaucoup pour
pour le témoignage, est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez ajouter avant que je partage quelques ressources? Je voulais réagir ou pas? Non, oui, je voulais réagir, parce qu'effectivement, moi, dans mon cas, le groupe m'aide plus que les psychologues actuellement dans ma vie, 8 ans après mon deuil. Mais j'ai été suivie par des psychologues à des périodes où c'était ce qui m'aidait le plus, comme ce que vous avez dit, donc ça dépend des périodes. Et je pense que le suivi psychologique, il est irremplaçable. Avec tout ce que j'ai cité précédemment, rien ne peut remplacer un suivi psychologique dans tous les cas. Et tout est utile et tout ensemble peut très bien s'imbriquer et fonctionner ensemble. Mais le suivi psychologique apporte des choses que les autres outils que moi j'ai pu utiliser n'apportent pas, ça c'est sûr et certain. C'est vrai que parmi les phrases toutes faites, il y a beaucoup d'affirmations. Mais de tout type, ça peut être sur ce qu'on croit savoir sur le suicide, mais aussi même la personne est fière de toi là où elle est. Ça va être hyper maladroit. On n'a pas du tout envie de savoir que la personne elle est fière de nous là où elle est. Enfin, on s'en fout quoi. On a envie qu'elle préférait qu'elle soit là. Mais de manière générale, les affirmations, ça aide pas. En général, peut-être que les questions sont une meilleure réponse. Peut-être. Voilà. Et pour la question, je sais pas si on y répond. Je vois, Marie, tu vois que le temps avance. C'est comme... Oui, on peut prendre une dernière question peut-être, et puis après on clôturera. Et du coup, en fait, le truc, c'est qu'on nous en avons deux. Donc, on avait effectivement la question de comment la vie familiale a pu se recomposer à la suite des deuils. Je ne sais pas si on a le temps. Je sais pas qui. Oui. Pour la vie familiale, moi, ça va être hyper personnel, donc c'est pas forcément, ça ne concerne pas du tout toutes les familles. Ça prend du temps, un peu comme les relations amicales. Ça demande de la communication, ça demande de la prise de recul, de la tolérance, comme toutes les relations humaines. Et effectivement, je pense que, ça c'est mon avis, à partir du moment où il y a un deuil dans une cellule familiale, je pense qu'il y a toujours un rééquilibrage qui se met en place, plus ou moins important. Mais en fait, la place qu'on prend après est jamais identique à la place qu'on avait avant. Et c'est normal, et ça prend du temps, et ça demande d'apprendre à se connaître soi, son nouveau soi, d'apprendre à se reconstruire, d'apprendre à connaître l'autre dans sa reconstruction aussi. Et encore une fois, c'est comme toutes les relations humaines, quoi, donc la communication, etc. Mais ça se fait, ça marche. Moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai de nouveau une vraie bonne relation saine avec ma maman. Ça doit faire 2-3 ans. Mais pendant effectivement un temps, c'était très difficile de communiquer, de retrouver une place, elle en tant que maman, comment rester une maman, mais dans ce cadre-là, comment moi rester une fille dans le cadre où j'ai dû être aidante envers ma mère. Enfin, voilà. Mais ça s'apprend, quoi. Ça prend du temps, il faut juste avoir confiance en soi, communiquer, et voilà, quoi. Ok, merci. Annelise. Voilà. C'est un peu ce qu'on disait au début. Le processus de deuil, c'est un peu le processus d'une vie, puisque cette cicatrice, elle fait partie de nous à vie. Mais voilà, c'est quelque chose avec lequel on vit, et par moments, c'est plus ou moins douloureux et réactivé. Mais voilà, on a une ou plusieurs cicatrices et on vit avec. Je vais juste repartager mon écran, peut-être pour terminer cet échange, si vous voulez bien. C'était pour vous proposer quelques ressources, puisqu'il était dit que ça pouvait être aidant, effectivement. Donc, il y a un psychiatre qui vulgarise bien sur le sujet du deuil et qui utilise beaucoup de témoignages, c'est Christophe Fauré, qui a écrit un livre sur le deuil et puis un autre sur le deuil après suicide chez Albin Michel, et c'est vraiment un ouvrage qu'on recommande. Il y a aussi sur le site de l'Union nationale de prévention du suicide, dont on fait partie, un petit ouvrage, un petit livret en libre accès sur la culpabilité après le suicide d'un proche. C'était évoqué par Annelise, comment j'ai pas protégé peut-être ce frère.
On sait que la culpabilité est majorée dans les deuils après suicide et c'est une ressource intéressante. Et puis voilà, à droite de l'écran, on a un cahier pour les enfants en deuil aussi. Parfois, il y a des petits frères, des petites sœurs et c'est bien d'avoir des ressources. Et puis, une brochure sur le deuil, une histoire de vie qui est un peu tout ce qu'on sait sur le deuil. Et ça, c'est sur notre site empreinte-asso.com. Vous pouvez les retrouver. Je voulais juste vous indiquer aussi le 3114, qui est une ligne que vous connaissez peut-être, qui est à l'écoute des personnes qui ont des idées suicidaires. Et puis la plateforme Espoir, qui est créée par le centre hospitalier Le Vinatier à Lyon, qui est vraiment une plateforme de ressources pour les endeuillés par suicide avec plein d'indications intéressantes. Et enfin, sur notre site internet, il y a un répertoire national des structures d'accompagnement de deuil en France, où on recense pas mal d'associations, mais aussi d'institutions qui accompagnent le deuil et le deuil après suicide. Il y a des filtres qui permettent de savoir quel type d'accompagnement et de deuil sont ciblés. Voilà, je vais clôturer en arrêtant le partage. J'espère que, voilà, c'est un peu rapide comme format de webinaire, mais j'espère qu'on a pu approcher le sujet d'une façon qui vous a convenu. Je voudrais remercier énormément Emma qui a préparé avec moi ce webinaire et puis Annelise qui a accepté de témoigner parce que je crois qu'il n'y a pas plus fort et plus riche qu'une parole de personnes concernées pour parler du sujet et justement sans trop de maladresse. Donc, merci beaucoup effectivement pour ce partage. Merci à vous de vous être connectés. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter par les différents biais qu'on a pu vous indiquer au cours du webinaire. Merci à Elodie aussi d'avoir animé les échanges. Et voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Emma, Annelise, un dernier mot? Mais je remercie évidemment toutes les personnes qui étaient présentes et qui nous ont écoutés. Et un grand merci à Annelise d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Et comme a dit Marie, c'est hyper enrichissant et c'est génial que tu aies accepté de témoigner pour nous aujourd'hui. Donc, merci.